Salut à tous et bienvenue dans votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un industriel dont le parcours est un modèle de persévérance et d'accomplissement professionnel. Monsieur Pierre Ndiaye dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Pierre Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Corinne, Merci de nous recevoir dans votre usine. c'est une joie pour moi de partager. Alors, vous êtes un industriel sénégalais avec plus de 42 ans d'expérience. Votre entreprise est un fleuron de l'industrie sénégalaise et vous démarrez votre carrière très jeune dans les années 70. Pour commencer cette émission, racontez-nous comment se passe votre enfance et votre cursus scolaire. Merci Corinne. Mon enfance s'est passée dans un village. Un village du nom de Fadiout, sur la petite côte. À mon enfance, mes parents sont venus à Dakar et je suis resté avec ma grand-mère jusqu'à obtenir mon diplôme de certificat d'études primaires. D'accord. À cet âge, avec les vacances passées, à des moments donnés où la ville de Dakar, on semblait être en train de mieux manger par la présentation du petit déjeuner, du repas de midi et repas de soir. La joie d'un jeune était qu'après ce moment-là, il puisse retrouver la ville de Dakar et quitter le village. Oui, tout à fait. Et à ma grande surprise, ce que je peux appeler le sort positif a fait que mes parents sont entrés au village au moment où j'avais cette intention très particulière. Fut, oui, grande ma déception. Et je pense qu'il a fallu que mon père comprenne que j'étais déçu pour qu'en touchant sa retraite, il puisse m'acheter un vélo qui était exceptionnel pour quelqu'un à obtenir au village. Il m'a acheté un vélo. Un vélo pour pouvoir aller dans les champs parce qu'il était déjà âgé. Le vélo n'était plus pour s'amuser, mais le vélo était utilitaire. C'est le signe qu'il m'a donné. Et à la question pourquoi vous êtes rentré, la réponse était claire. Je suis venu pour t'apprendre à travailler. Et mon père est rentré au village avec toute sa famille, les plus jeunes qui étaient là. Et il s'est mis au travail. Mon père avait une taille très particulièrement forte. Et personne ne pouvait penser que mon père était capable de travailler ni dans les champs agricoles, ni aller chercher du poisson. Alors mon père a su effectivement convaincre tout le monde qu'au-delà de sa taille, c'était une force mentale. Et mon père m'a inculturé pendant les années où mes frères étaient très jeunes, ou n'étaient même pas encore là. J'étais le copain de mon père pour aller dans les champs et pour aller chercher du poisson. Voilà une jeunesse qui s'est donc passée pendant presque 4 ans, où j'ai eu à accompagner mon père dans les champs, sans jamais avoir peur. On a tué en moi la peur, il a tué en moi le sacrifice, le sentiment de fierté. Il a inculqué en moi le sentiment de l'humilité, du don de soi et du sacrifice à accomplir pour servir. C'est certes lui que je servais, mais au travers de sa passion, j'ai découvert plus tard que c'est tout un monde qui lui servait. De quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Mais j'étais un élève calme. Mais surtout, j'étais un élève très attentif au service. Parce qu'à la maison, j'étais la seule personne à pouvoir aider mon père et ma mère.
Et j'ai su émerger dans ça jusqu'à obtenir mon diplôme d'études moyennes. Et qui, au terme de ce diplôme, il n'y avait plus de possibilité d'aller ailleurs qu'à Dakar. Oui. Et ce fut le moment de la séparation, De vous séparer de vos de mon parents. milieu naturel, de mes parents, du service quotidien pour venir en ville auprès de parents qui avaient accepté très gentiment de m'héberger du côté de mon papa. Voilà un peu le parcours villageois, cette joie de la nature, cette simplicité de vie. Oui, mais qui vous a rendu dur et solide. Mais qui m'a rendu, vous savez, quand on sait marcher pieds nus, on sait apprécier la qualité des pieds. Tout à fait. Et on a su marcher pieds nus. Pendant toute cette vie justement que vous avez eue au village, vous aviez un rêve. Comment vous vous êtes orienté justement à savoir ce que vous vouliez faire? Mais mon rêve était déjà bâti par le fait de mon papa. Parce que mon père m'a amené à la terre. Mon père n'était pas un commerçant. Mon père était un travailleur de la terre. Mon père était un inculturé, n'est-ce pas, de la mer. Donc, il m'a mis sur un chemin qui est celui d'utiliser la terre. La nature. Et les ressources de la nature. C'est là où il m'a appris. Mon père n'a jamais été à l'école. Donc, il ne pouvait pas m'inculturer dans l'école. Oui, tout à fait. C'est plus tard, l'école deviendra mon support pour réaliser le rêve peut-être que mon père a toujours voulu que je puisse réaliser. Alors, vous faites un bac de quelle série? J'ai fait une série S2, aujourd'hui appelée S2, on entend appeler la série scientifique D. Ces séries nous permettaient de pouvoir avoir les notions fortes en français, bien sûr, en mathématiques, en sciences physiques, en sciences naturelles, et une connaissance des produits alimentaires. Contrairement à la science scientifique pure, où c'est très de mathématiques et physique très fortes, on était déjà dans le domaine de savoir ce que c'est que la nature et surtout savoir ce que c'est que ça veut dire nourrir un individu. Tout à fait. Donc après votre bac, vous faites quoi? Après le baccalauréat, j'ai tenté d'aller parce que j'étais jeune et je t'ai dit que j'étais prêt à faire des grandes études et je suis parti à la fac des sciences. Alors que précédemment, informé par un oncle et de l'exigence de mon papa, parce que mon papa a été assez ferme en ce moment, il m'a demandé d'aller me faire enseignant. Enseignant parce qu'il voyait que la famille avait grandi, que les besoins étaient très forts et que j'étais pratiquement son support. Il a voulu que j'aille gagner de l'argent. Et en son temps, quand on sortait avec un diplôme, le meilleur choix, le premier choix, c'était de devenir professeur ou enseignant. Oui, là, c'était sûr, c'était une place sûre. Et il m'avait demandé d'aller faire cela. Et je lui ai dit, non papa, aide-moi, on soit encore patient, je veux faire plus que cela. Et mon oncle m'a conseillé d'aller dans une école technique pour aller en 2 ans, avoir un diplôme et pouvoir effectivement aller travailler. Je lui ai dit non. Et lorsque j'ai fait une demande à l'inscription à l'université de Dakar, j'ai été effectivement admis à aller faire la section mathématiques et sciences physiques. Et je suis parti donc en sciences physiques. Mais en ce moment, on était très jeunes. Très jeunes, on arrive, on a une bourse. Au lieu d'avoir une bourse annuelle, tu as une bourse mensuelle. Et on a commencé quand même à sentir le revers de la ville, à savoir ne plus donner assez de temps au travail. Bon, ça s'est passé tel quel et ça n'a pas raté. J'ai échoué. Voilà. À la première année en fac de sciences. Et cet échec va déterminer davantage ma vie. Ça vous a servi de leçon. Parce que d'abord, la première chose, je m'étais écarté des valeurs du village pour mettre les valeurs de la ville. Et les valeurs de ma ville, les valeurs du village m'ont rattrapé. Oui, là, vous n'aviez plus ce cocon familial à côté de vous. Ben, écoute, j'ai senti que mon père avait raison, mais ma mère avait raison, de dire quand tu vas en ville, n'oublie pas de t'habiller toujours comme si tu es au village. C'est-à-dire, habiller ton cœur comme si tu étais au village et non habiller ta tête et ton corps comme si tu étais dans la ville. Alors, après cet échec, je suis donc parti m'inscrire effectivement dans une école de formation technique qui était un IUT en agroalimentaire. Et j'y ai fait 2 ans, un cycle normal, très studieux. De ce cycle, et à la fin du cycle, comme par enchantement et par chance,
il a été créé une formation d'ingénieur technologue à partir de l'année qui suivait celle qu'on avait. Et on nous avait informé qu'il fallait avoir une moyenne minimum de 13 sur 20 sur les matières essentielles pour pouvoir espérer aller dans ce cycle. Nous étions 24 et tout le monde a commencé à se battre. Ah oui, là tout le monde se met au travail. Oui. J'ai eu la chance d'être parmi les 3 des 24 qui étaient éligibles. L'un est parti à Montpellier. Dieu et son âme, il est décédé, une vraie tête. J'étais deuxième de la classe. J'étais donc au sein de l'école, avec un autre qui est devenu par la suite un géologue. Il est parti en géologie et non en alimentaire. Et j'étais le seul qui était resté dans le domaine agroalimentaire. Bien sûr, sortant de ce diplôme d'ingénieur technologue, c'est ouvert à moi le travail. Mais vous restez, vous ne partez pas, vous restez toujours au Sénégal. Et j'étais toujours au Sénégal. J'ai fait toute ma carrière au Sénégal, regardant les Sénégalais dans leurs besoins et envisageant l'avenir avec les Sénégalais. Les réalités du Sénégal. Oui, les réalités du Sénégal. Et voilà comment je suis tombé dans une industrie qui s'appelle Nestlé Sénégal, qui a été mon premier berger. Une usine dont le charisme, c'est la précision des gestes. Là, on est en quelle année? Vous démarrez votre carrière? J'ai démarré ma carrière déjà en 1976. Je viens donc d'avoir mon diplôme d'ingénieur technologue. Et je suis reçu admirablement par une société. Parce que pendant 4 ans où j'étais à l'Université de Dakar, dans ce cycle de formation d'ingénieur technologue, chaque année, j'étais dans une société sénégalaise où, au lieu d'aller en vacances au village, je restais à travailler pendant 3 mois pour gagner de l'argent, pour davantage aider mon papa dans les charges familiales. Mais pendant ce temps-là, je m'inculturais à la vie industrielle. Et j'ai eu la chance de connaître tous ces gens qui étaient dans cette industrie pendant 4 ans. Parce que je l'ai vu dans la même société pendant 4 ans. Eh bien, dis donc, mais qu'est-ce que vous retenez justement de ces premières années dans ce milieu professionnel? Mais d'abord, j'ai retenu qu'il n'y avait pas que les études. Il y avait la connaissance de l'individu, il y avait la connaissance du milieu de travail, et il y a le sacrifice personnel. Se lever tôt pour aller au travail, accepter d'être pendant 8 heures de temps à un poste donné et répéter chaque fois des gestes utiles parce que tracés à l'activité, n'est-ce pas, pour laquelle vous êtes dévolu dans l'entreprise. Mais surtout vivre un autre monde, fait de tension, de tension, de joie, de peine. C'était plus l'école, c'était plus le livre, c'était la vie qui était en nous. Alors, Monsieur Ndiaye, je vous propose de revenir sur la suite de votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Pierre Ndiaye, PDG des Mamelles Jabot, un grand groupe industriel au Sénégal dont la croissance est le fruit du travail et des sacrifices d'un homme. Alors après ces 3 ans dans cette multinationale, justement, vous décidez de démissionner et de vous lancer dans un nouveau challenge. Quel était ce challenge pour lequel vous êtes, que vous avez tout plaqué? Après quand même 3 années, j'avais toutes les chances devant moi. J'étais même prévu pour aller dans cette multinationale au niveau de la maison mère pour aller faire de la formation complémentaire pour peut-être devenir un cadre sous-régional. Ah oui. Ces promesses étaient faites. Et au même moment, l'entreprise sénégalaise qui m'avait quand même reçu pendant toutes ces années de formation a demandé mes services. Et avec insistance pour que je puisse rejoindre son entreprise. Mais vous n'aviez pas peur justement de compromettre votre toute jeune carrière? J'avais le sentiment d'aller servir ma nation déjà. C'est ce sentiment de nationalisme qui m'a poussé à oublier tout le parcours qui était déjà ouvert sur moi pour aller, je peux dire, un peu à l'aventure de quelque chose que je connaissais en partie, mais que je n'avais pas vécu en tant que responsable. J'étais stagiaire.
Mais maintenant, je vais comme un employé. Tout à fait. Et mon accueil n'a pas été favorable. Les gens ont vu en mon arrivée un potentiel. Le patron qui va chercher un cadre d'une multinationale pour l'amener dans une société nationale. L'enjeu était de taille. Parce que les gens, à leur place, j'avais eu le même sentiment. Ils avaient une frustration, comme si c'était un poste qui leur appartenait de droit et qui était donné, même en Sénégalais, mais qui était donné à quelqu'un qui sortait d'une multinationale. Et il a fallu beaucoup de tact. Certaines erreurs, mais beaucoup de tact, pour arriver à ramener des choses à la forme que je pensais être, que je puisse être intégré véritablement comme un responsable et intégrer les autres en moi-même comme étant des collaborateurs de travail avec qui je devais pouvoir évoluer dans cette société. Oui, surtout pour bien faire votre travail, parce que quand l'environnement n'est pas propice, c'est clair que vous n'auriez pas pu faire tout ce que vous vouliez, comme vous le vouliez. Exactement. Donc il a fallu pour moi jouer au tact et certaines modifications de structure humaine dans l'entreprise me permettent d'avoir un groupe de travail. Et ce groupe s'est positionné et m'a permis effectivement de pouvoir rencontrer beaucoup d'opportunités dans des réunions cadrées. Et c'est ce qui a fait effectivement que dans ce parcours, après de 79 que je suis parti jusqu'en 85, j'étais intégré dans un domaine d'études de faisabilité technique et financière d'une entreprise équivalente à la nôtre sénégalaise pour la Côte d'Ivoire et sous la demande du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Justement, alors monsieur, quelques temps après, votre carrière va connaître un tournant justement décisif. Vous arrivez à Abidjan pour une nouvelle aventure. Racontez-nous comment se passent vos premiers mois en terre ivoirienne. Ben, le premier mois, j'ai eu quand même la chance de venir plusieurs fois dans des réunions techniques, des réunions administratives pour ce montage d'usine. Et j'ai eu à apprécier la différence qu'il y avait de milieu environnemental, chaud et humide, qui n'était peut-être pas habituel chez nous. Tout à fait. Que la pluie peut venir à tout moment. Vous arrivez à vous intégrer rapidement ou alors Ben, j'ai su, parce que d'abord j'avais une famille, des familles sénégalaises qui étaient là. On n'est jamais perdu quand on rentre en parent. Donc ils m'ont aidé quand même à me mettre en marche, même pour chercher mon local, ma localisation d'habitat. Vous y allez seul? Vous laissez votre famille ici à Dakar? Ben, j'y allais la première fois seul, mais au moment où il fallait déménager pour assister à l'activité, j'avais besoin de ma famille. Et j'ai exigé que ma famille, femme et enfants, soient avec moi parce que je savais déjà les enjeux que j'avais et ce n'était pas facile, ni peut-être même possible de le faire en étant tout seul. Donc je suis parti effectivement en Côte d'Ivoire avec ma famille et mon avant-dernier enfant avec 15 jours lorsque ma femme a habité à Abidjan avec lui. Alors, monsieur Pierre Ndiaye, après 7 années passées en Côte d'Ivoire, vous décidez de revenir, de rentrer au pays. Comment se passe votre retour au Sénégal? Merci. Oui, 7 années passées en Côte d'Ivoire, 7 années de vie réelle en famille. Mon retour n'était plus seulement le mien, c'était le retour de toute une famille qui avait grandi. Où chacun avait presque un droit de donner son avis. Parce qu'ils étaient dans des écoles ivoiriennes, ils se sont fait des amis, chacun avait un environnement, mon épouse y compris. J'étais plus seul à décider. Mais j'ai quand même pris la décision de décider pour tout le monde. En leur expliquant qu'il y avait moyen de se retrouver au Sénégal. Sachant que l'entreprise par laquelle je suis parti en Côte d'Ivoire était déjà fermée. Sachant que la multinationale ne certainement plus décidé à mener sur le chemin de travail. À la limite, j'ai décidé d'entrer de Côte d'Ivoire au Sénégal en me constituant chemin. Oui, vous partez dans l'inconnu. Je partais dans l'inconnu par le fait du travail tel qu'il était réalisé. Mais les années que j'ai passées à chercher quoi faire m'ont permis de comprendre que je devais être capable de faire quelque chose qui n'était pas très précis. Le fait d'avoir pris cette expérience de faire du savon m'a permis de dire, bon, je vais peut-être faire des savonneries artisanales à travers tout le Sénégal pour concurrencer les grosses sociétés
de savon qui était déjà là. Et j'ai fabriqué du matériel que j'ai amené au Sénégal. J'ai quitté la grosse industrie pour devenir la toute petite TPE entreprise. J'avais peut-être besoin d'un peu de recul par rapport à moi-même, par rapport à toute cette vie qui a déjà été passée. Et j'ai décidé, mais il n'y a pas eu de difficulté à faire admettre à ma famille qu'on allait rentrer au Sénégal, mais pas pour rentrer comme la grande villa que j'ai vivais en Côte d'Ivoire, mais retourner sur mes pieds, c'est-à-dire dans la petite maison que j'avais gagnée sortant de l'université de Dakar, qui pouvait héberger à peine 2 personnes et devait héberger une famille, et qui avait déjà grandi. Je rends grâce à Dieu, avec beaucoup de respect à l'égard de mon épouse, qui était seule capable de pouvoir dire non, et qui a accepté de partir avec moi dans ce cheminement-là. Je suis donc rentré au Sénégal en disant merci à tous ceux avec qui j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Ce pays que j'ai aimé. J'ai retrouvé des gens qui avaient soit pris de l'âge, soit dans d'autres situations de travail, de situations sociales. Et moi, je suis descendu dans la situation sociale qui était plus basse que celle que j'avais en partant en Côte d'Ivoire. Je suis parti rendre visite à un ami, ancien fils de Premier ministre, qui lui a rendu visite à M. Tanou Kouadio, qui était heureux de recevoir le fils du Premier ministre du Sénégal. Mais lui-même heureux de savoir qu'un Sénégalais a participé hautement à cette chef-d'œuvre. Ouais. Ben, lorsque je suis arrivé et qu'il m'a reçu, il m'a demandé l'objet de ma visite si j'étais en vacances. Je dis non, je suis rentré. Il m'a fait visiter son entreprise, son usine, sa petite usine. Et je lui ai dit que vraiment j'étais venu pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux lui apporter pour la croissance de cette société sénégalaise qui avait pris un pari de faire du lait fabriqué, produit à partir des vaches qu'ils avaient pour pouvoir changer le rythme de leur consommation par le lait en poudre qui commençait à prendre pied et fortement sur nos pays. Ah, d'accord. J'étais enchanté d'aller dans ça. Mais il m'a dit non. Il n'y a plus de chaussures pour toi au Sénégal. À ma question additionnelle, il m'a dit, va entreprendre pour toi. Cette personne s'appelle Mabousso Thiam. Il vous a donné le meilleur conseil. Et il m'a dit, je suis celui qui a fait naître la société que tu diriges aujourd'hui. C'est vrai. Et je suis certain qu'il a dit la vérité. Parce que sans lui, peut-être je n'aurais même pas démarré. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a fait que, arrivé à la maison, j'ai expliqué tout ce parcours à ma femme. Et comme la nature a horreur du vide, il fallait mettre quelque chose en place de ce vide qui était très creux. Oui, rapidement en plus, parce qu'il y avait tous les enfants et tout. Mais je ne voulais plus en ce moment-là, à partir de Mabousso Thiam, devenir un employé. Oui. Et j'ai voulu devenir un entrepreneur. Un entrepreneur. Mais vrai dans sa peau. Et c'est là où nous avons démarré la petite histoire de la cuisine, qui est devenue plus tard une usine, de faire du yaourt à partir de la maison. Alors comment vous commencez justement ce challenge qui était de commencer à... Mais il fallait d'abord faire un produit, parce que vous savez, il faut quand même nourrir le consommateur, il faut le convaincre. Et comme j'avais l'habitude dans le passé de faire le goûter des enfants le dimanche après-midi, quand ils avaient fini de jouer au ballon, ces enfants bien sûr avaient tous grandi. Mais les mamans étaient charmées de voir que ce produit qui avait fait plaisir à nos enfants sous le manguier était revenu au Sénégal par le fait de M. Pierre Ndiaye. Ça m'a convaincu que j'avais un marché. Bien sûr, je me suis fait aider avec ma famille, mon frère et d'autres personnes à aller vers ces marchés. Sur les petites quantités de 25 à 50 kilos, on allait les vendre. Et au retour, j'augmentais tous les jours la quantité de matières premières parce que j'avais pris l'engagement avec ma femme que je n'utilisais jamais les ressources de la maison, que j'ai gardé par devers moi, mes économies, pour monter cette activité. Mais c'est sur l'activité elle-même que je ferai grandir, n'est-ce pas, la chose. Et pari tenu. C'est un pari qui a été tenu. Nous avons fait grandir. Et lorsque j'ai quitté, 2 années après, ma petite maisonnette, que ma famille avait quitté 1 an avant pour venir s'héberger dans une situation précaire, dans le quartier où je vis aujourd'hui, ou dans la maison même où je vis aujourd'hui,
Lorsque j'ai quitté cette partie-là, nous étions déjà à 300 kg par jour. Quand même. Et quand nous produisions le yaourt, qui a quand même un cycle de 6 heures de temps minimum, les gens avaient garé le véhicule dans le parking, attendant que cette cuite-là, comme on l'appelait, puisse sortir. On le met le lait presque chaud et il va aller le refroidir chez eux. C'est pas possible. L'attente était là. Le consommateur attendait. Qu'est-ce que les gens ont dû penser? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben écoutez, j'ai un ami le plus fort, j'en ai eu deux, qui m'a arrêté au milieu de la route, me dit non, dépose tes pots. Parce que les pots étaient dans des sachets en place. C'est pas possible que tu puisses faire ça. J'ai entendu, mais je n'avais pas cru. J'ai dit ce que tu as vu, c'est ce que tu as entendu, et c'est la réalité. Donc laisse-moi passer. La deuxième personne, c'est celle qui est venue à la maison et qui est venue véritablement avec une offre pour dire non, il faut quitter ce que tu fais. On ne peut pas supporter ça. Eux, ils avaient pitié de vous. Ils avaient pitié, ils me prenaient en pitié. Oui, oui. Ils me prenaient en pitié et parce que c'est pas possible. Oui, parce qu'en fait, ils pensaient peut-être que vous aviez tout perdu. Mais que je suis tombé. Voilà, que vous recommenciez tout à zéro en fait. J'étais tombé, alors que je n'étais pas tombé. Oui, ils n'étaient pas dans la même dynamique. Et à ce monsieur-là, à ce seul monsieur-là, j'ai accepté d'aller prendre mon relevé de bancaire que je suis parti me présenter. Lorsqu'il a vu le relevé bancaire et qu'il a vu la somme qui était là-dedans et qu'il a vu que c'était mon nom, il a vu que ce n'était pas un besoin, c'était pas par besoin. Il m'a fait savoir effectivement que vous êtes fort parce que moi, à ta place, je n'aurais pas fait ce que tu fais. Malheureusement, M. Pierre Ndiaye, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Que Dieu vous garde. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin. Le geste est bon. Le geste est bon. Ah, oui. C'est parce que j'ai... Ça m'a réveillé là. Malheureusement, Monsieur Pierre Ndiaye, le temps qui nous est imparti.